Salut tout le monde, cette saison, les Brooklyn Nets se sont montés ce que l'on peut clairement appeler une super team. Des All-Stars à gogo, des joueurs calibrés pour le Hall of Fame, des anciens MVP sur le papier, ça fait frissonner. Sauf que entre les différentes blessures, le manque de vécu collectif et la retraite anticipée de la Marcus Aldridge, il n'est pas certain que cette année le groupe aille au bout. Car oui, on ne le cache pas, quand on se monte une super team de la sorte, impossible de viser autre chose que le titre. Voici pourquoi, avant de voir si oui ou non les Nets rejoindront cette liste, nous avons décidé de vous livrer notre top 5 des super teams les plus décevantes de toute l'histoire. Mais avant ça tout de même, nous allons faire quelques mentions et expliquer pourquoi certaines équipes qui pourraient apparaître comme obvious ne seront pas dans notre classement. Par exemple, on aurait pu parler des Celtics 1966-1967, formés entre autres autour de Bill Russell, John Havlicek et Sam Jones. Ils sortaient d'un octuplé et tout le monde s'attendait à une 9ème bague consécutive pour eux. Mais bon, connaissant les succès passés de ce groupe, mais aussi les succès obtenus ensuite, comme les bagues de 68 et 69, nous avons décidé de ne pas parler d'eux aujourd'hui. Nous serions sacrément sévères si nous disions que ce groupe, de façon globale, avait déçu. C'est un peu la même chose pour les 6 de la saison 1972-1973. Autour de Dave Cowens, John Havlicek et Jojo White notamment, ils étaient ultra favoris et ont dominé la saison de la tête et des épaules avant d'échouer face aux Knicks, futurs champions en finale de conférence. Ceci dit, vu qu'ensuite ce groupe a gagné en 1974 et en 1976, on a décidé de ne pas leur en tenir rigueur. Il en est de même pour le hit 2010-2011 aussi. Après The Decision, la hype qui se formait autour du trio LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh était ahurissante. Du coup, la défaite en finale face aux Mavericks, mais aussi le choc du King dans cette série aurait légitimement pu entrer dans notre classement. Ceci dit, en remportant le trophée en 2012 puis en 2013, ce hit s'est bien rattrapé. Tant qu'on évoque LeBron, parlons aussi des Cavs 2015. Alors qu'il était entouré de Kyrie Irving et Kevin Love entre autres, beaucoup s'attendaient à ce que Cleveland aille au bout. Sauf que des Warriors intouchables et des blessures inévitables les en ont empêchés. Mais bon, eux aussi ont su faire oublier cet échec en repartant avec la bague en 2016. Enfin, parlons des Warriors qui en 2016, autour de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Harrison Barnes et André Iguodala ont surpris beaucoup de monde en échouant en finale juste après avoir réalisé la meilleure saison régulière de l'histoire avec 73 wins. Sauf que ça va, comme on vient de le dire, ils venaient de gagner l'année précédente et en ajoutant notamment Kevin Durant à leur effectif, ils gagnèrent à nouveau en 2017 et en 2018. C'est pour ça aussi qu'on leur pardonnera la déconvenue reçue en 2019 sans même parler des nombreuses blessures rencontrées pendant leur parcours de post-season. Donc voilà, après avoir listé ces mentions qui nous semblaient nécessaires avant d'aborder notre top 5, entrons dans le vif du sujet. En numéro 5, nous avons décidé de parler des Lakers de la saison 1969-1970, précédée par l'arrivée de Wilt Chamberlain en 1968, reçu dans un trade très déséquilibré. Il est vrai que pour l'obtenir, les Californiens n'ont lâché que Darrah Limoff, Jerry Chambers et Archie Clark. Y a-t-il besoin de préciser que jamais aucun d'eux n'a vraiment percé? Il faut dire aussi qu'à cause d'une dispute, l'homme aux 100 points avait les pleins pouvoirs du côté de Philly. À l'époque, Ike Richman et Irv Kosloff se partageaient la propriété des Sixers. Richman, un ami proche de Wilt, lui avait promis de lui offrir 25% de la franchise en cas de titre, alors logique, après la bague remportée en 1967, le pivot est allé réclamer son dû. Sauf que, entre-temps, Richman était décédé, et Kosloff n'avait soi-disant aucune connaissance de cet agrément. Voilà pourquoi, aux plus grandes dames de Chamberlain, le proprio, qui désormais avait toutes les parts, refusa. Vexé, le Stilt demande logiquement son départ, et pour compenser cette mésaventure, Kosloff lui laisse choisir sa destination. Le pivot est clair, il veut aller aux Lakers, et pour ça les Sixers sont obligés d'accepter une offre bien faible. Ceci explique cela. En tout cas, avec Wilt Chamberlain, pour rejoindre les légendes qui étaient Elgin Baylor et Jerry West, beaucoup s'attendaient à ce que l'équipe de Los Angeles défonce tout sur son passage. Malheureusement, il n'en fut rien. La campagne 1968-1969 se conclut en finale NBA, sur une défaite 108-106 face aux légendaires Celtics de Bill Russell, au match 7. Maintenant, peut-on vraiment parler de déception cette saison-là? C'est difficile. Non seulement l'équipe venait de se former, mais en plus de ça, la franchise de Boston était juste intouchable à cette époque. Les Lakers n'ont donc que peu de choses à se reprocher. Jerry West, d'ailleurs, à cette occasion, est même devenu le seul et unique MVP des finales de l'histoire non titré la même année. Donc oui, l'échec était réel, mais la concurrence était forte et il s'en est fallu de peu. Sauf que l'année suivante, non seulement Bill Russell avait pris sa retraite, mais en plus de ça, pendant l'été, les Californiens enregistrèrent la venue de Happy Hairston. Pour son premier exercice sous le maillot des Or et Pourpres, il enregistra avec 20,6 points et 12,5 rebonds de moyenne sa meilleure saison en carrière. À côté de lui, Jerry West était incroyable et termina avec plus de 31 points par match, meilleur scoreur de la ligue. Wilt Chamberlain, lui, n'était pas en reste et tournait à plus de 27 points et 18 rebonds. Elgin Baylor, avec des moyennes de 24 points et 10 rebonds, lui aussi était excellent. Oui, vous avez bien compté, ça fait 4 joueurs à plus de 20 points par match, dont 3 qui captaient plus de 10 rebonds, hallucinant. Ajoutez à ça le solide pivot Mel Kance et le 6ème homme Dick Garrett, et clairement, cette super team s'affichait comme ultra favorite pour remporter la bague. Sauf que le souci, c'est que toute la saison, l'infirmerie des Californiens était pleine. Principal concerné, Wilt Chamberlain, limité à 12 matchs sur l'exercice. Les Lakers ont ainsi réalisé une campagne très moyenne, à 46 victoires pour 36 défaites, mais vu que pour les playoffs,
tout le monde arrivait en forme, l'équipe de LA conservait tout de même son statut de favori. Et vous imaginez, si on parle d'eux aujourd'hui, c'est qu'ils échouèrent. Après une entame en mode tour de chauffe compliqué face aux Suns, remportée en 7 matchs, les Lakers sweepèrent les Hawks pour se qualifier en finale face aux Knicks de Willis Reed et Walt Frazier. Et là, l'histoire, vous la connaissez, la série est ultra serrée, mais quand le pivot des Knicks se blesse au match 5, plus personne n'est prêt à parier un seul copec sur une victoire des New-Yorkais. Le match 6 pour revenir à 3-3, remporté par les Lakers par 22 points d'écart grâce à un Wilt Chamberlain à 45 points et 27 rebonds, est d'ailleurs une formalité pour les Californiens. Sauf que, surprise, pour le match 7, Reed en boitant fait son grand retour. Il met les 4 premiers points du match et sort une défense incroyable sur le Big Dipper. Cela suffit aux New-Yorkais pour s'envoler et remporter le premier titre de leur histoire. Avec un tel effectif et un Reed diminué en face, les Lakers n'avaient juste pas le droit de laisser échapper ça. Évidemment que c'est décevant. Après, ok, vous pourrez dire qu'ils se sont rattrapés, comme les équipes mentionnées plus tôt, en remportant le titre de 1972, mais ce n'est pas pareil. La team n'était plus toute jeune et surtout, Elgin Baylor n'était plus là le jour de la consécration. Si vous voulez des détails d'ailleurs, on vous invite à checker la vidéo hommage qu'on a sortie il y a quelques semaines à propos de Rabbit. Du coup, victoire ou non en 72, cela n'a non seulement pas effacé l'affront de 70, mais en plus, cela n'a pas non plus offert un titre au regretté Elgin Baylor, qui probablement en 1970 a manqué sa meilleure chance d'aller au bout. Pour la place 4, nous évoquons désormais les Rockets de la saison 1996-1997. Si l'équipe composée de Hakeem Olajuwon puis Clyde Drexler avait déjà remporté 2 titres en 1994 et en 1995, ils échouèrent en demi-finale de conférence l'année suivante, sweepés face aux Sonics. Pour un champion sortant, se faire balayer comme ça, c'était honteux. Alors, pour retrouver les finales NBA, mais aussi se donner une chance de lutter contre les Bulls du trio Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, il fallait recruter. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est que les Texans ont tapé fort. Common Charles Barkley, MVP 1993, 10 fois All-Star à l'époque, qui sortait avec les Suns d'une saison à 23 points et 12 rebonds. L'associé à Drexler et à Olajuwon, autant dire que ça envoyait du bois et que ça a créé une hype incroyable. De plus, le Dream Teamer en avait marre des Suns et ne le cachait même plus. Après avoir demandé son transfert, il menaça le front office de Phoenix de prendre sa retraite s'il n'était pas envoyé chez un contender. Houston, qui était bien placé sur sa shortlist, flaira donc le bon coup et le moment de revenir au sommet avait sonné. Sur toutes les couves de magazines de l'été 1996, vous pouviez voir le trio des Rockets avec son légendaire maillot rayé. Associer 3 Hall of Famers comme ça faisait parler, et tout le monde salivait d'avance d'une première finale historique entre Bulls et Rockets qui jusque-là s'était partagé tous les titres des années 90. Sauf que cette finale n'eut jamais lieu. Sur le papier, les Rockets avaient beau avoir de beaux noms, et encore plus si l'on ajoute ceux de Eddie Johnson ou Kevin Willis recrutés aussi cette saison-là, ils étaient trop vieux. Ce quintet, en moyenne, présentait un âge de plus de 35 ans, c'est juste énorme, forcément on aurait pu s'y attendre, les blessures furent nombreuses. Barkley manqua 29 matchs et Drexler 20, cela n'empêcha pas les Hall of Famers de faire de bonnes stats, mais les Rockets ne terminent leur campagne qu'à la 3e place de leur conférence. En play-off, au premier tour, pas de soucis, sweep des Wolves, on ne s'attendait pas à moins. Le deuxième tour face aux Sonics, c'est bien plus compliqué, les Texans ont eu beau mener 3-1, ils eurent finalement besoin de 7 matchs pour écarter Seattle et prendre leur revanche sur l'année précédente. Et finalement, cette série en 7 matchs, ce fut peut-être la clé. Cette confrontation marathon a usé les organismes plus tout jeunes des cadres des Rockets, c'est le moins qu'on puisse dire. En finale de conférence face au Jazz, Barkley montra de grosses difficultés face à Malone, tout comme Drexler en réelle délicatesse avec son tir. Hakeem a eu beau faire un chantier dans la peinture, ça ne suffit finalement pas. Les Rockets étaient décevants et finirent par être éliminés face au Jazz en 6 rencontres. Le tir à 3 points légendaire au buzzer de John Stockton lors du Game 6 est encore dans toutes les têtes au Texas d'ailleurs. Il a littéralement assassiné tout Houston et propulsé le Jazz en finale sur une victoire 103-100. Waouh. Avec le recul, faire venir Barkley, au moins sur le papier, était une excellente idée. Cependant, pour faire cette transaction, la franchise dut se séparer d'excellents joueurs comme Robert Horry ou Sam Cassell par exemple, qui à l'époque, du haut de leurs 26 ans, approchaient de leur prime. C'est peut-être justement ce genre de gars qu'il aura manqué aux Rockets pour au moins accéder au final. Pour la place numéro 3, maintenant, partons du côté de Brooklyn et parlons de la saison 2013-2014. Mais pour commencer, évoquons un peu le contexte. Un an plus tôt, la franchise venait de déménager. Bye bye le New Jersey, welcome Brooklyn. Là, vous pouviez l'imaginer, niveau buzz, il était difficile de faire mieux. Surtout que Mikhail Prokhorov, le milliardaire russe, voyait les choses en très très grand. Jamais il n'a caché vouloir remporter directement le titre, et pour ça, il était prêt à dépenser beaucoup d'argent. Il ne s'est pas gêné, une salle flambant neuve dans l'un des quartiers les plus hype de Big Apple, des maillots noirs sobres et efficaces, des références à Notorious B.I.G. et même Jay-Z en actionnaire minoritaire qui régulièrement se pointait au match au premier rang avec Beyoncé. Que veux-tu de plus? Ah, des joueurs peut-être. Il est vrai que malgré les présences de gars comme Joe Johnson, Deron Williams, Brook Lopez et Gerald Wallace, ça manquait encore un peu de panache sur le parquet, et pour sa première saison à Brooklyn, l'équipe ne passa pas un tour de play-off. Voilà pourquoi, dès l'été suivant, il fallait taper fort. Pour être à la hauteur de toute la folie médiatique qui entourait la franchise, cela devenait obligatoire. Chez ces Nets, il fallait de très gros noms. Alors let's go, on envoie Gerald Wallace, Chris Humphries et toute une collection de pics de draft pour faire venir les gars qui dernièrement faisaient le bonheur des Celtics, c'est-à-dire Paul
Paul Pierce, Kevin Garnett et Jason Terry. Pour aller encore plus loin, on propose un gros contrat à Andrei Kirilenko à la Free Agency, on dira que c'est la connexion russe. Afin de finir, on place la cerise sur le gâteau en recrutant Jason Kidd comme head coach. Boum. Regardez ces Nets, on est pas mal du tout lorsque l'on sait que Joe Johnson, Deron Williams et Brook Lopez sont également restés dans l'effectif. Bien sûr, tout le monde ne parle plus que d'eux, et d'un point de vue commercial au moins, ces transactions payent. Le merchandising de la franchise de Brooklyn s'arrache, et tout le monde n'attend qu'une chose, voir cette équipe pléthorique remporter un titre et tenir ses promesses. Mais les choses ne se sont pas passées du tout comme prévu. Sur le terrain, les joueurs ne semblent pas réussir à se trouver, ils se marchent sur les pieds, et les résultats ne suivent pas. Entre novembre et décembre, ils obtiennent quelques wins, c'est sûr, mais plusieurs défaites de 30 points font tâche. Lors de certains matchs, notamment quand Joe Johnson prend feu, la team montre qu'elle a un potentiel incroyable, mais cela n'arrive que bien trop rarement. Garnett, Pierce et Terry, qui alors avaient tous plus de 36 ans, n'étaient plus que l'ombre des joueurs qu'ils avaient été à Boston, et leurs apports étaient beaucoup trop irréguliers. Pour info, KG sortit une saison à 6 points et 6 rebonds seulement, tandis que Pierce, lui, passa de 19 points par match avec Boston à 13 avec Brooklyn. Voir que c'était Brook Lopez le meilleur scoreur de l'équipe avec tous ses noms sur le papier, ça faisait peur. Et quand on sait qu'au mois de décembre, au bout de seulement 17 matchs joués, le pivot s'est blessé pour tout le restant de la saison, ça faisait encore plus peur. Dans cette team, il n'y avait aucune hiérarchie, aucun fond de jeu et surtout très peu d'envie. À croire qu'elle n'avait été bâtie que pour la hype, de A à Z. Ce ne fut donc pas étonnant de les voir terminer seulement à la 6ème place de la conférence Est. Maintenant, tout n'était pas perdu. Sous ce maillot, on avait quand même des compétiteurs et des mecs avec un peu d'ego. La fin de saison fut plutôt encourageante et surtout bien moins catastrophique que le début. Alors quand ces Nets sortirent les Raptors en 7 matchs lors du premier tour sans même avoir l'avantage du terrain, certains se sont mis à croire à un miracle. Sauf qu'en 2014, quand on croisait la route du 8, à part peut-être quand on s'appelait les Spurs, il fallait s'accrocher, même avec des miracles. Face à Miami, jamais Brooklyn ne put ne serait-ce qu'espérer un peu. Les hommes de Jason Kidd se firent donc sortir 4-1 dès le deuxième tour, finissant la saison de façon beaucoup plus décevante que prévu. Pour info, la facture de Luxury Tax cette année-là dépassa des sommes jamais vues, plus de 90 millions de dollars de frais supplémentaires à fournir. Cette saison au total aura donc coûté 193,4 millions de dollars à Prokhorov, tout ça pour ne passer qu'un seul petit tour de play-off, c'est cher payé. De plus, les campagnes qui ont suivi, au vu de l'âge avancé des cadres, furent encore pires, et longtemps, le front office se mordit les doigts d'avoir envoyé autant de tours de draft pour ses grands-pères, on exagère à peine. Quoi qu'il en soit, la déception fut grande au Barclays Center. Numéro 2 maintenant, les Lakers 2012-2013. Si on vous dit Steve Nash, Kobe Bryant, Metta World Peace, Pau Gasol, Dwight Howard et même Antawn Jamison, ça vous parle, on espère bien. Imaginez que tous ces noms ont porté en même temps le même maillot, c'est quand même un truc de grand malade. Pourtant, cela n'a absolument rien donné. En début de saison, à Los Angeles, tout le monde rêvait d'un 17ème titre, et on peut le comprendre. Sauf que dès le départ, les choses ne commencèrent pas comme prévu. Steve Nash, 39 ans, se blessa au bout de seulement 2 matchs, et ne revint pas avant la fin du mois de décembre. De son côté, Mike Brown, le coach, qui voulait imposer sa Princeton offense, ne fit pas long feu. L'équipe, composée de pas mal d'individualités, galérait clairement à adopter ce principe offensif, s'appuyant sur les courses et la circulation du ballon. Au bout de seulement 5 matchs, les Angelinos, dans ce système, avaient enchaîné 4 défaites. Il n'en fallait pas plus, bye bye Mike Brown. Après un court intérim de Bernie Bickerstaff, il fut remplacé par Mike D'Antoni. Nouveau coach, nouveau plan de jeu donc, la partie de chaise musicale est lancée. Est-ce bien une bonne idée, quand l'on a travaillé quelque chose tout l'été, de recruter un tacticien qui débarque avec des principes totalement différents? Soyons francs, non. Malgré la présence de Dwight Howard dans la peinture, la défense de ces Lakers était ridicule, ce qui est souvent une constante dans les équipes de D'Antoni. D'un autre côté, le pivot 3 fois Dipoy souffrait du dos, mais faisait l'effort de jouer quand même. Selon lui, il faisait ce qu'il pouvait, il donnait son maximum, mais Kobe n'avait pas du tout la même vision. Pour le Mamba, Dwight ne se battait pas assez, ne bossait pas en rééduque, et les déclarations cinglantes fusaient dans les médias, la tension était vraiment palpable. Au moment du All-Star Break, imaginez, les Lakers n'étaient même pas dans les 8 qualifiés pour les playoffs au sein de la conférence Ouest. Ils avaient même 3 matchs et demi de retard sur le Jazz, un gouffre. Heureusement, après cette pause, un sursaut d'orgueil prit place. Steve Nash fit son retour, Kobe prit les choses en main et les Lakers enchaînèrent quelques wins, 8 en 10 rencontres. Peu à peu, la remontée se fait dans les classements et le Mamba donne tout, trop sûrement. À 2 matchs des playoffs, il se rompt le tendon d'Achille et ne retrouvera plus jamais son niveau d'avant. Les Lakers finissent quand même leur campagne sur 5 victoires de suite et se qualifient in extremis pour les playoffs en chopant le 7ème seed avec seulement 2 wins d'avance sur Utah, 9ème, c'est déjà ça. Sauf que sans Kobe en playoffs et avec un fond de jeu suspect, les Californiens ne firent pas long feu. Sweep face aux Spurs dès le premier tour et déception incroyable. Les fans Angelinos, on peut le dire, ont très vite déchanté. Dwight Howard fit ses valises dès l'arrivée de l'été et Steve Nash prit sa retraite la saison suivante après seulement 15 matchs joués. Quel fail. Du coup, qui était le responsable? La Princeton offense, le manque d'alchimie, l'instabilité au coaching, l'ego de Kobe?
Kobe, la fainéantise de Dwight, la vieillesse de Nash, l'absence de défense, sûrement un peu de tout ça. Dommage quand même, car sur le papier, ça envoyait un sacré bousin cette équipe. Alors en parlant de bousin, la transition est toute trouvée. Évoquons notre numéro 1 du jour, les Lakers encore une fois, mais ceux de la saison 2003-2004. Après un sweep it en 2000, 2001 et 2002, les Californiens durent passer leur tour en 2003, laissant les Spurs s'emparer du trophée. La situation jusque-là ressemble un peu à celle des Rockets 1997. Alors du coup, même chose que dans le Texas à l'époque, pour corriger le tir, on recrute. Afin d'entourer Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, Karl Malone et Gary Payton débarquent, deux des tout meilleurs joueurs à leur poste de la décennie 90. Quelle violence! Après, à première vue, on pourrait se dire qu'ils vont vivre le même problème que d'autres. Ces gars-là sont vieux, 35 ans pour Payton, 40 pour Malone et n'apporteront rien. Surtout quand à leur côté, on a un Rick Fox de 34 ans, un Horace Grant de 38 ans et un Brian Russell de 33 ans. Mais ne parlons pas trop vite, parce que oui, contrairement à pas mal de joueurs lambda, Payton et Malone possédaient un côté increvable. Le meneur qui avait été transféré des Sonics vers les Bucks au milieu de la saison précédente sortait de ses 3 meilleurs exercices individuels en carrière, tandis que l'ailier fort, même s'il était quadragénaire, venait encore de produire une campagne à 21 points et 8 rebonds sous le maillot du Jazz. No offense pour eux, mais on est quand même loin du Paul Pierce et du Kevin Garnett tout périmé des Brooklyn Nets. Et quand on ajoute à ça un Kobe Bryant qui à 25 ans sortait pour la première fois de sa jeune carrière d'un exercice à 30 points par match, il y avait de quoi espérer. Sur le papier, à Los Angeles, toutes les conditions étaient réunies pour aller au bout et personne n'envisageait un autre favori pour le trophée Larry O'Brien. On peut le comprendre, sauf qu'évidemment, si ces Lakers sont top 1 de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est que leur saison n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Déjà, pour commencer, ça n'aide pas, Kobe Bryant est accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme dans le Colorado. Évidemment, le début de saison est compliqué pour lui. Non seulement il manque des matchs en raison de son procès, et constamment il fait des allers-retours entre son équipe et le tribunal de Denver. Pour se concentrer sur un titre, il y a mieux comme condition. Kobe, ça se voyait sur son visage, était chaque soir d'une humeur massacrante, et sa brouille avec Shaquille O'Neal, qui s'est amplifiée cette année-là, est probablement liée aussi à ça. Le mec était un autre homme, et dès qu'il rentrait sur le parquet, le Mamba voulait passer sa colère et tout détruire, peut-être de façon trop individuelle. Shaq, lui, dans son style que l'on connaît, prenait les choses un peu trop à la rigolade peut-être. Cela ne l'empêchait pas de dominer sur le parquet, mais à l'entraînement, de ce que l'on sait, il est arrivé que ça chauffe. Si même Phil Jackson, le Zen Master, n'a rien pu faire pour réconcilier ces deux légendes à l'ego surdimensionné, c'est que la brouille était profonde. Les deux coéquipiers se critiquent alors ouvertement dans les médias, qui eux en font des caisses. Pour couronner le tout, Gary Payton, au moins au début, connaît des difficultés à s'adapter à l'attaque en triangle, tandis que Karl Malone, fin décembre, se blesse et manque 2 mois et demi de compétition. Vous le sentez là que ça commence à puer? Clairement, et pourtant, malgré tout ce remue-ménage, cette équipe a trop de talent pour échouer. Les Lakers finissent alors deuxième à l'ouest, derrière les Wolves, qu'ils sortiront en finale de conférence juste après avoir éliminé les Spurs, champions en titre au deuxième tour. Merci Derek Fisher et son buzzer beater en 4 dixièmes de seconde pour ça. Quoi qu'il en soit, les choses ne vont pas si mal. Malgré une saison en forme de montagne russe, la team se qualifie en finale NBA et se retrouve ultra favorite face à des Pistons que personne n'attendait si haut. Il n'y avait plus qu'à faire le taf, facile à dire mais moins à faire. Les hommes de Phil Jackson ont juste pris une leçon de basket. Face à un Kobe Bryant qui probablement avait à cœur de prouver que lui aussi pouvait remporter un trophée de MVP des finales, les Californiens coulèrent profondément. Pour contraster avec le jeu stéréotypé des Angelinos, les Pistons, eux, étaient en mode guerrier, présentant une défense dure, un collectif hyper huilé autour d'une alchimie et d'une complémentarité sans faille. 5 matchs seulement, c'est ce qu'il a fallu à ces Bad Boys 2.0 en finale pour s'emparer du titre. Si l'on pouvait s'attendre à ça, quelle déception pour les Lakers. Les parieurs qui avaient misé pour Détroit à l'époque doivent encore vivre de beaux jours aux Bahamas. Cette défaite, pas loin d'être humiliante, a en tout cas complètement dissous l'équipe. Shaquille O'Neal a demandé son transfert, Karl Malone a pris sa retraite et Gary Payton, lui, est allé voir du côté des rivaux des Celtics, avant de remporter enfin en 2006 un titre avec Miami. C'est bien pour toutes ces raisons que les Lakers 2004 obtiennent notre première place, car la chute fut très douloureuse. Espérons donc pour les Nets 2021 que leur destin soit plus clément, mais à ce jour, au vu des nombreuses blessures et du manque de défense notamment, rien n'est moins sûr. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.